Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus nombreux par ce froid à notre apéro thématique qui va porter ce soir sur le Buen Vivir. Il a été organisé par un groupe bénévole de Sol, que je remercie au passage. Nous dirons un petit peu plus sur la thématique et sur la manière de l'aborder. Je tiens à remercier aussi la mairie du 2e qui nous héberge pour nos événements qu'on fait une fois tous les 2 mois. C'est souvent ici qu'on les fait. Et je remercie Equibio aussi qui nous a mis à disposition des produits bio et équitables pour pouvoir avoir une petite collation avant et après l'événement. Avant de commencer, je vais vous dire un petit mot sur Sol pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais être bref aussi pour ceux qui connaissent. Sol, en fait, c'est une association de solidarité internationale qui a plus de 35 ans. Avant, on s'appelait Solidarité. Donc Sol, notre priorité, en fait, est de replacer l'homme au cœur de son environnement. C'est une grosse thématique, mais on y travaille en fait par différentes manières en fait, avec une thématique phare qui est l'accès à l'agroécologie paysanne, la protection des ressources naturelles et de la biodiversité et la sécurité et la souveraineté alimentaire. Parce que l'indépendance, que les populations locales soient indépendantes, c'est quelque chose qui nous est cher. Notre but, en fait, c'est de mettre en place des alternatives qui soient durables, et on les met en place, en fait, avec les populations locales. Les projets, en fait, qu'on soutient ou qu'on met en place, on les construit avec les populations locales, sont mis en place par eux, pensés par eux, et nous, on va leur assurer un suivi, justement, technique et financier pour qu'ils atteignent l'autonomie. Généralement, c'est des phases qui prennent en moyenne 4 ans. Et quand ces phases sont atteintes au bout de 4 ans, on passe justement à d'autres phases de projet avec eux. C'est des projets qu'on co-construit en Inde, aussi au Sénégal, enfin en Afrique de l'Ouest et plus précisément au Sénégal, et depuis cette année aussi en France. Donc précédemment on faisait donc, en France aussi juste des événements comme vous êtes conviés ici ce soir, de sensibilisation et des actions de plaidoyer. Et on a ouvert aussi notre pôle projet à la France sur un projet qui s'appelle Microferme International et qui est un projet en fait multi-pays et qui vise à mettre les agriculteurs en fait en réseau et à promouvoir en fait la petite agriculture autonome. Tout ça centré autour de l'agroécologie. Voilà, et la formation, évidemment. Je vais rester bref. Si vous voulez en savoir plus sur nos projets, sur nos événements, vous pouvez aller voir sur notre site internet. On met les événements en ligne pour prévenir les gens, et sur la page Facebook aussi, où vous pouvez vous inscrire. Voilà, je vous souhaite un bon apéro thématique. Et je vais laisser donc nos bénévoles présenter un petit peu les intervenants et la thématique de ce soir. Merci à eux. Bonsoir à tous, merci d'être présents. Donc, je suis avec Marlène, Madame Tiffany, nous sommes toutes les deux bénévoles au sein de Sol, nous allons animer cet apéro thématique. Alors donc le titre de cet apéro, c'est Repenser globalement notre société, comment s'inspirer du Buen Vivir et de l'agroécologie. Nous avons décidé de s'intéresser à la thématique du Buen Vivir car elle se rapproche de plusieurs projets de Sol sont en lien avec cette thématique, notamment en Équateur, où il y a eu un projet pour justement soutenir le Sumacaute, donc le Buen Vivir. On en parlera peut-être un petit peu plus, que tous les intervenants, notamment Jordi. Donc ça s'inscrit vraiment dans l'objectif et les enjeux des projets de Sol. Et donc nous avons décidé
parler du Buen Vivir, car nous avons pensé que c'était une thématique dont on pouvait s'inspirer, notamment pour repenser notre rapport au développement, pour repenser le rôle de l'individu au sein de la nature. Donc c'est des questions actuelles de société que nous nous posons face dans un monde globalisé avec une marchandisation croissante des liens économiques, sociaux, qui s'inscrit également dans la lutte climatique, etc. Très brièvement, je vais d'abord présenter donc, nos trois intervenants. Donc, premièrement, Jordi Ansari, doctorante en anthropologie sociale et ethnologie, qui se spécialise sur le Buen Vivir et de la mise en œuvre des droits des peuples autochtones au sein de la politique bolivienne. Donc Jordi nous parlera un petit peu plus précisément du contexte historique du Buen Vivir en Amérique latine et des enjeux sociaux et politiques. Elle nous parlera également du système de production agricole et de son organisation dans l'espace andin, ainsi que des nouvelles perspectives et des alternatives que nous propose le Buen Vivir, avant de conclure sur une transition en lien avec l'agroécologie. À ma droite, Monsieur Florent Kohler, anthropologue spécialiste de la nature et qui est expert auprès de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité. Monsieur Kohler interviendra plus précisément sur le concept de sobriété et donc fera un distinguo entre le spirituel et le matériel. Voilà. Il parlera également de la subversion. Et enfin, Monsieur Lucot, architecte et membre du mouvement Utopia, donc une coopérative d'éducation populaire qui a pour objectif d'élaborer un projet de société écologiquement durable. Donc Monsieur Lucot nous parlera plus précisément du projet du mouvement Utopia en lien avec le Buen Vivir et de son élaboration concrète, puisque le mouvement Utopia est notamment un manifeste où le Buen Vivir se trouve au cœur de ce manifeste. Voilà, donc je vais tout d'abord laisser la parole à Jordi. Donc nos trois intervenants auront chacun un quart d'heure pour débattre de leur domaine de spécialité. Et ensuite, il y aura un petit temps où Marlène et moi pourrons poser certaines questions pour repréciser certains points ou développer certains points. Et puis ensuite, il y aura un temps d'échange avec le public, de questions-réponses avec les intervenants. Donc Jordi, je vous laisse la parole. Alors, bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler du Buen Vivir en tant qu'alternative sociale et environnementale en Équateur et en Bolivie. Alors, il faut savoir déjà que dans ces deux États, ils proposent le Vivirien comme une façon de repenser notre développement et notre rapport à la nature, entre l'homme et la nature, mais aussi notre rapport, nous les hommes, au sein d'une société. Alors, d'abord, je vais vous raconter brièvement l'histoire de ce concept, et puis qu'est-ce qu'il signifie. Alors, le Vivirien ou Buen Vivir, selon les traductions qu'on peut trouver en Équateur ou en Bolivie, ça renvoie simultanément à la cosmogonie andine, mais aussi au défi de la politique donc équatorienne et bolivienne. C'est une traduction en fait du quichua Sumacausay ou de l'aymara Sumacamania, donc on voit que c'est un terme, une expression indigène qui a été traduite ensuite en espagnol. Et cette traduction, elle donne l'idée d'une vie en harmonie, en équilibre entre tous les êtres, que ce soit les humains ou les non-humains. D'ailleurs, cette catégorie de non-humains, elle est très présente dans le concept. Elle regroupe en fait la nature, donc les végétaux, les animaux, mais aussi le monde des esprits, le monde des ancêtres, le cosmos. C'est sous le terme de Pacha. Vous avez sûrement dû entendre parler du terme Pachamama, donc c'est sous ce terme-là
que les sociétés indigènes andines traduisent l'idée des non-humains, enfin, la définition des non-humains. Alors l'idée, c'est vraiment que tous ces êtres sont interdépendants et interconnectés. Donc le Bibirbian, il est à penser comme un idéal d'équilibre entre toutes ces formes de vie. Alors, faut savoir que le Buen Vivir, il a préexisté bien sûr la colonisation, la conquête espagnole. Pourtant, on a très peu de traces écrites sur sa signification, sa mise en pratique avant enfin, l'époque pré-inca, précolombienne. Les premières traces écrites, en fait, c'est dans les années fin XXe siècle. Donc c'est à partir des années 1990 qu'on a les premières sources sur ce concept. Et en fait, on se rend compte que c'est simultané à sa traduction en espagnol. C'est à partir du moment où on nomme cela Buen Vivir qu'on peut avoir des sources. Alors ces premiers éléments, ils s'inscrivent dans un contexte de mouvements sociaux, mouvements autochtones, qui a été mené notamment par des intellectuels. Et ces mouvements, ils s'inspirent des mythes incas, notamment l'idée d'un retour à l'Indien, un retour de l'Indien au pouvoir, avec des figures emblématiques. Par exemple, en Bolivie, c'est la figure de Tupac Katari, qui est un indigène fin XVIIIe siècle, qui avait monté un mouvement de rébellion contre les Espagnols. Et il avait prononcé une phrase très très emblématique avant sa mise à mort, c'est « Vous ne faites que me tuer, un jour je reviendrai et nous serons des millions ». Et cette phrase, elle a été reprise par Evo Morales, le président indigène bolivien, lors de sa campagne présidentielle. Donc on voit que cette politique, elle essaye vraiment de s'inscrire dans un héritage indigène. Et Buen Vivir, justement, participe à cet engouement. Alors, il faut savoir que la République équatorienne, elle inscrit le concept du Buen Vivir en 2008 dans sa constitution. Donc on voit que c'est vraiment un concept qui est très présent, en tout cas, qui actuellement est très présent dans la politique. En accordant pour la première fois un droit à la nature. Donc ça, c'est assez important de noter que la nature devient un véritable sujet de droit, avec toute une nouvelle législation, une nouvelle forme juridique qui s'articule à ce niveau-là. En Bolivie, c'est sous la traduction de Bibirbian que le concept émane en 2009, avec une loi sur la Pachamama qui arrivera un peu plus tard en 2012, avec l'idée justement de protéger cet espace. Donc voilà au niveau politique. Après, il faut savoir que le Buen Vivir, alors le Buen Vivir, il représente aussi tout un tas de principes et de valeurs, notamment le principe d'entraide, le principe de solidarité, qui sont des principes qui en fait émanent de la forme organisationnelle Aymara et Quechua, qui est le système de l'Ayllu. Et c'est un système, alors au départ, qu'on voit plus précisément dans la sphère agricole, puisque c'est une idée de réciprocité dans les pratiques agricoles entre chaque membre de l'Ayllu. L'Ayllu, en fait, c'est une communauté rurale andine, c'est comme ça qu'on peut le traduire actuellement. Mais historiquement, c'était plutôt une famille, on va dire. C'était un groupe social qui se revendiquait d'un ancêtre commun et qui fonctionnait sur ce principe de réciprocité. Donc un échange, que ce soit dans les pratiques agricoles, dans les semailles, dans les récoltes, mais aussi dans la construction des maisons, le système d'irrigation, etc. Alors ce système, cet Ayllu, donc bien sûr il a subi le choc de la conquête espagnole, mais aujourd'hui il préexiste encore dans les zones rurales, justement dans ce principe dans les pratiques agricoles. En plus, c'est un système qui est valorisé par la politique bolivienne depuis les années 96, on va dire, avec cette idée que c'est une forme traditionnelle qui valorise l'humain, la société, le concept de solidarité.
et en plus qui encourage une agriculture éthique allant vers une agriculture biologique, communautaire. Donc il y a vraiment cette forme d'organisation de l'ALU, elle véhicule en fait les valeurs du Buen Vivir, et c'est pour ça qu'elle est mise sur l'avant de la scène actuellement. Donc on pourrait dire que le Buen Vivir, lui, concernant l'agriculture, en tout cas, il prône une harmonie entre les membres, une harmonie de la nature, de l'homme à la nature, pardon, en mettant en interaction l'homme avec la nature et non une exploitation intensive, massive, en usant des produits chimiques par exemple, sur de grandes exploitations. Alors en Occident, on a souvent tendance à, là je voudrais appuyer un peu là-dessus, on a souvent tendance à opposer nature et société et culture, avec un dualisme assez fort. Alors que le Buen Vivir, il essaye de rompre justement avec cette vision en accordant à la nature une place tout aussi importante que l'homme, et avec l'idée que la nature elle a vraiment une valeur pour elle-même. Là j'ai l'idée d'une image qui est assez impressionnante, assez intéressante là-dessus. C'est par exemple un arbre, dans notre société occidentale, l'arbre il a une valeur à partir du moment où on l'exploite, que ce soit une planche de bois, pour une construction, pour de l'artisanat, peu importe. Mais l'arbre en tant que lui-même, il n'a pas forcément de droit et de valeur. Alors que le Buen Vivir, il essaye d'aller dans ce sens-là. D'ailleurs, il y a toute une campagne de sensibilisation qui est faite là-dessus, une éducation à l'environnement pour transformer au sein même de ces États sud-américains cette vision de la nature. Puisqu'il y a une véritable dichotomie entre les personnes qui vivent dans les zones rurales et puis les personnes qui sont en ville et qui n'ont pas forcément de rapport à la terre, comme en France, et qui n'ont pas forcément un rapport avec des communautés indigènes, donc, pour lesquelles ce terme est parfois un petit peu étrange. Je vais aussi rapidement vous parler des nouvelles perspectives d'apprentissage à partir du Buen Vivir, puisqu'il se veut une alternative, donc on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, de développement, mais surtout une alternative pour former des citoyens et des citoyennes capables de repenser un nouvel ordre économique et social. Il y a vraiment cette idée de rompre avec le système capitaliste. Donc l'éducation, c'est un des moyens c'est un des meilleurs moyens pour véhiculer ces valeurs-là auprès des jeunes générations et puis à la société plus largement. Notamment, ils souhaitent véhiculer donc, le vivre ensemble, l'entraide, la participation, l'expression de chacun avec une idée vraiment d'équité au sein de la société. Ça, je fais juste une petite parenthèse, mais c'est vraiment une valeur importante. Aussi l'équité homme-femme, je ne vais pas trop en parler, mais c'est vrai qu'en Amérique latine, c'est une société où la femme n'est pas forcément très respectée, et il y a des campagnes qui sont mises en place actuellement justement pour valoriser, mettre le point sur l'équité homme-femme dans la société. Donc toutes ces valeurs-là, bien sûr, elles se positionnent en contradiction avec l'individualisme, la compétition, donc mettre en place une éducation vraiment au respect de chacun. L'objectif, en fait, c'est de partir d'une société éduquée, enfin, c'est comme ça qu'ils définissent, Astorga qui définit la société occidentale comme ça, à une société de l'apprentissage. Donc faire de l'école un lieu d'apprentissage où on mêlerait différentes plateformes, que ce soit différentes plateformes ou différents espaces d'apprentissage, que ce soit dans la famille, au sein de la communauté, que ce soit dans la religion, parti politique. Ce sont autant d'éléments, autant d'espaces où finalement on apprend quelque chose. Donc l'école, ça devrait être un lieu où transitent justement toutes ces personnes-là pour vraiment échanger et créer des connaissances. L'idée, c'est vraiment de produire des savoirs et pas de reproduire seulement. Vraiment de développer l'esprit critique des personnes, des apprenants. Alors, pour mettre en place tout ça, donc bien sûr, c'est des belles idéologies, c'est des beaux projets. Après, quelles sont les méthodes qui sont concrètement mises en place localement ? Alors, concernant l'éducation, en Équateur et en Bolivie, il y a déjà premièrement l'idée de décoloniser l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire souvent raconte l'histoire des vainqueurs, l'histoire de l'Occident, la découverte de l'Amérique. Et là, l'idée, c'est de raconter l'histoire des vaincus, si je reprends cette citation de Nathan Wachtel, en travaillant sur la question du souvenir et des peuples autochtones. Le deuxième point qui est assez mis en œuvre actuellement, c'est dans l'éducation bilingue et biculturelle, afin de préserver les identités autochtones.
En fait, l'enseignement se fait en 3 langues, dès le plus jeune âge, dès l'élémentaire, en espagnol, en langue indigène. Donc en général, c'est une langue indigène du lieu où se trouve l'école, que ce soit en ville ou dans un village. Souvent, c'est une langue aymara ou quichua parce que c'est les populations les plus majoritaires sur le territoire. Mais en Bolivie, on recense 36 langues natives, donc ça peut être assez variable. Et puis, une langue étrangère. Souvent, c'est l'anglais. Dans certaines régions, c'est l'allemand ou le français. Alors là, je vais vous donner un exemple d'un cas en Équateur qui a mis en place cette politique d'éducation biculturelle et bilingue. Donc, pour que ce soit un petit peu plus parlant peut-être. Donc, c'est dans le village de Sarayaku, en Amazonie équatorienne. Alors, cette éducation, ils l'ont mis en place avant que ce soit inscrit dans la Constitution. Ils sont un peu, on va dire, novateurs dans ce sens-là. Donc, l'enseignement, il est en quichua et en espagnol. Et en plus du programme national, on va dire que les enfants, les élèves, ils apprennent la cosmogonie, mais aussi les pratiques traditionnelles, par exemple la céramique, l'usage des feuilles, des palmiers à feuilles pour faire les toits des maisons. Ils participent aussi à l'exploitation d'un jardin ethnobotanique pour se familiariser avec les plantes justement, et puis créer une relation particulière avec la nature, avec aussi toute une dimension spirituelle, puisque chaque espèce va avoir un tel esprit, et puis tel arbre avec cet esprit, ça rappelle une histoire qu'on va avoir aussi, puisqu'il y a les légendes et les contes locaux qui vont être transmis aussi. Alors cette communauté, elle a fait le choix de mettre en place un enseignement multigénérationnel aussi, c'est-à-dire que tous les membres de la communauté peuvent venir dans l'école pour proposer un enseignement, partager une connaissance. Voilà, alors ces différents modes d'apprentissage, ils peuvent nous inspirer ici en France, à la fois par rapport à l'éducation environnementale, en nous apportant justement une nouvelle vision de la nature, et différents modes d'usage justement, comment agir sur une nature en sachant qu'elle a un droit, qu'elle a un esprit, on va dire, si on peut dire ça. Mais aussi, concernant l'enseignement d'une histoire plurielle, c'est vrai qu'on est très souvent orienté dans notre façon de concevoir l'éducation. On est dans une histoire linéaire qui est notre histoire occidentale, mais pas forcément l'histoire des autres. Et puis, la création d'une relation de partage entre apprenant et enseignant, ça je pense que c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai vu ça récemment aussi qu'en Finlande, ils ont mis ce type d'enseignement en place pour que l'école soit un lieu d'échange et pas forcément un lieu où l'éducation se fait d'un point de vue vertical. Ouais. Donc, pour conclure, le concept du buen vivir, en fait, il regroupe une pluralité des formes existentielles, donc que ce soit les humains, les non-humains, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi les êtres passés, les ancêtres, les êtres présents et les êtres en devenir, les générations futures, parce que le buen vivir, il s'inscrit vraiment dans un processus historique. Donc les êtres futurs, il faut déjà y penser maintenant. Il propose aussi une pluralité des formes culturelles, en prônant justement une plurinationalité, et une pluralité des formes d'organisation sociale, que ce soit des sociétés traditionnelles, modernes, bien sûr, ça c'est très catégorisant, mais différentes formes de s'organiser, que ce soit par exemple sous le système de la You ou pas. Souvent, il se construit, là j'ai essayé de vous le définir d'une façon positive, mais en fait on se rend compte dans les sources que souvent le buen vivir, il se définit par opposition au modèle capitaliste. La question qui se pose, qui reste un peu en suspens, c'est comment appliquer un paradigme qui est pensé comme un but à atteindre, une façon d'être au monde, comment le mettre en place concrètement? Quelles sont les actions qu'on pourrait mettre en place? Alors là, j'ai essayé de vous dresser quelques exemples de ces pratiques-là, de ces alternatives, mais ça ne reste que des interprétations du concept que chacun se fait en fonction de leur propre représentation. Et ça ne peut en aucun cas prétendre vraiment à la mise en place, la mise en forme du buen vivir, parce que chacun va y apporter ses propres nuances. Alors on se rend compte que, par rapport à ce que j'ai pu vous dire juste avant, que les valeurs du vivir bien, elles trouvent une résonance dans l'agroécologie, puisque l'agroécologie, l'objectif principal est d'établir un équilibre dynamique au sein de l'écosystème à partir de pratiques agricoles durables. Donc en ce sens, il y a un rapport assez similaire. Donc je vais laisser la parole à M. Koller, qui va nous apporter plus de précisions sur cette thématique-là. Merci.
bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus. Merci à l'association Sol de m'avoir invité. Je vais vous parler de l'agroécologie comme un principe ou une pratique qui s'inscrit dans cette dénomination générique qui est le bois de Vivier. Parce que le bois de Vivier n'est pas réservé, enfin c'est un terme qui est appliqué, qui est utilisé en Bolivie-Équateur, mais qui finalement, le vivre bien, le bien vivre, ça sont des choses que l'on peut pratiquer soi-même de manière simple. Je vais revenir sur quelques grands principes. D'abord, c'est celui de l'humanisme, puisqu'il y a une conception étriquée de l'humanisme qui est celle de Descartes et de Buffon, par exemple, l'homme maître et possesseur de la nature, que va développer M. Lucot, je crois. Et puis, un humanisme repensé, celui que Lévi-Strauss prônait dans les années 70, qui est un humanisme bien conçu, ne commence pas par soi-même, mais fait une place aux autres êtres vivants. Et il ajoutait, les droits de l'homme s'arrêtent là où commence celui des autres espèces à exister. Là où commence celui des autres espèces, pardon. Donc voilà ce que serait un humanisme qui serait compatible avec le bois de Vivier, laisser une place aux autres êtres vivants. L'idée que les droits de l'homme, c'est d'un côté l'anthropocentrisme cartésien, de l'autre un humanisme qui en fait n'est plus centré sur l'homme, mais sur l'interaction entre l'homme et son environnement au sens large, ça peut être spirituel, matériel, environnemental, social, bref. Donc cette phrase de Lévi-Strauss m'a beaucoup parlé pendant très longtemps, et j'ai commencé à la prendre très au sérieux lors d'une enquête que m'avait commandée le ministère de l'écologie il y a une dizaine d'années, où j'ai étudié 3 villages qui, dans les années 60, faisaient tous environ 600 habitants et qui, 50 ans plus tard, ayant connu la Révolution verte, sont pour certains devenus de vastes machines à produire du lait, passés à 2000 habitants avec des lotissements partout, d'autres qui se sont totalement bourgeoisés et sont restés à 600 habitants, et enfin une 3e commune qui, elle, avait un peu diminué sa population et qui avait la particularité d'avoir 40% d'agriculteurs biologiques. C'était une commune essentiellement agricole. La moyenne en France, c'est 5% de producteurs bio, je crois. Enfin, en France, il y a 5% de producteurs bio, et dans cette commune, 40% des agriculteurs étaient bio. Et il y avait environ 40 agriculteurs, alors que dans les autres, vous pouvez avoir 3 agriculteurs, mais qui occupent une surface monstrueuse. Là, c'était vraiment des parcelles, ce qu'on appelle de la... j'oublie comment ça s'appelle ça, polyculture, voilà, polyculture élevage. Bien. Or, je me suis aperçu au bout de 3 ans d'enquête que finalement, si on regardait les revenus des 3 communes, la commune de Bobo, c'était celle aux revenus les plus élevés, c'était des gens qui travaillaient à Melun, à Montreux, voire à Paris, c'était en Seine-et-Marne, et le revenu annuel moyen était de 26 000 €. C'est pas énorme, mais c'est une moyenne. Ça dépend pour qui les L'autre, celle qui était avec des gros agriculteurs et qui était passée à 2000 habitants, c'était 21 000 €. Et celle de Bourgogne, de Puiset, donc avec des agriculteurs bio, c'était 17 000 €. Donc beaucoup de gens vivant au RMI ou de minima sociaux. Mais cette commune vivait. Elle avait une vie collective, il y avait plein d'associations, tout le monde participait au théâtre, tout le monde participait au marché bio. Il y en avait un qui élevait un cochon pour les autres qui se prêtaient les chiens pour la chasse, enfin bref. Je me suis rendu compte que dans cette commune, on pratiquait l'échange, la solidarité, la vie commune, et que finalement, qui touche 17 000 € ou 40 000, ça ne change rien, ils étaient certainement beaucoup plus heureux que ceux de la commune à 26 000 €. Donc ça change un peu le système de référence, c'est la question de qu'est-ce qu'on cherche dans la vie. Qu'est-ce qu'une bonne vie, justement. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre très au sérieux ces questions d'agriculture biologique, et puis progressivement, de mouvements alternatifs portés par la Via Campesina, dans lequel beaucoup de mouvements boliviens, équatoriens s'inscrivent. Donc il y a une fédération paysanne à l'échelle mondiale, qui est justement une fédération de paysans, qui se réclame d'une fédération de paysans et pas d'agriculteurs. C'est-à-dire que paysans inclut le pays, le rapport à la terre. Bien, alors, ces mouvements ont en commun... Alors, d'abord, définition 2 secondes de l'agroécologie, puisqu'il y a de multiples définitions. Il y a une définition académique. L'agroécologie, c'est une science agricole, pratiquée par des ingénieurs agronomes ou autres. Savoir comment
utiliser moins d'intrants, comment, pour dans la bouche de Stéphane Le Foll, c'est une agriculture écologiquement intensive, hein, donc pas du tout ce qu'on entend normalement. Donc politiquement, enfin d'un point de vue alternative politique, dans la logique d'une France qui exporte, productive et autres, on est dans l'écologiquement intensif. Et puis finalement, il y a l'agroécologie telle qu'elle a été formulée en France par Pierre Rabhi dans les années 60, c'est-à-dire une agriculture qui se passe d'intrants, c'est-à-dire de produits extérieurs. La régulation des parasites se fait par la faune sauvage, par les chouettes, par les carabidés, enfin par toutes sortes d'insectes. Donc, il faut redonner un espace à cette faune sauvage. Et puis les engrais sont produits localement à base de compost, etc. Donc la grande idée de Rabhi et de ceux qui l'accompagnent, il n'est pas le seul, hein, pas du tout. Je me focalise un peu sur lui parce qu'il a bien mis en forme les choses, il a publié pas mal de bouquins qui ont un grand impact. L'idée, c'est qu'il y a des cycles. Il y a des cycles, l'homme s'inscrit dans ces cycles, l'homme est partie de la nature, l'homme fait partie des écosystèmes. Hein. On peut les détruire, mais on en fait partie quand même tout en les détruisant. On n'est pas en dehors, on n'est pas sur Sirius. Et donc l'idée de restaurer les cycles et de réinscrire l'homme dans les cycles est une idée profonde et belle. Et encore une fois, l'agroécologie telle que prônée par Rabhi, c'est-à-dire une agriculture sans pesticides, avec, en privilégiant également les liens locaux, la solidarité, l'échange, le fameux Aïlou, eh bien c'est un principe dans lequel de nombreux mouvements se reconnaissent. Pourquoi ? Parce que c'est précisément le contraire de ce que prône le néolibéralisme. La concurrence à tout craint. Je ne suis pas militant, mais bon, à mesure que je réfléchis à la question, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a deux manières totalement opposées de voir le monde. Le néolibéralisme d'un côté, bon, ça recouvre plein de choses, hein, et puis des pratiques alternatives dans lesquelles s'inscrit l'agroécologie, mais aussi en partie l'agriculture biologique, bien qu'elle puisse aussi s'inscrire dans le marché. Et la biodynamie qui a été inventée en 1925 par Rudolf Steiner, un anthroposophe, ou alors la permaculture qui a été inventée en Australie dans les années 70. Enfin inventée, disons mise au point. Et toutes ces pratiques, la biodynamie, la permaculture, l'agroécologie, se retrouvent sur des points essentiels, c'est-à-dire respecter les cycles naturels, ne pas faire surproduire, hein, laisser la nature faire son travail. Et évidemment, quand on laisse la nature faire son travail, on n'est pas productif. Enfin, ça se sent pas. Mais on ne vise pas à l'accumulation de capital pour réinvestir dans des machines, dans des entrants, etc. Donc, c'est quoi la finalité ? Eh bien, c'est d'abord produire de la vie locale, une vie en harmonie au sein de la nature, tout ce qu'on veut. On a tous une idée différente de ce que c'est que l'harmonie avec la nature. Et puis, une vie sociale. Ce qui amène à fouiller l'idée, enfin ce qu'on appelle souvent l'économie solidaire, que d'autres appellent une économie sociale ou une économie morale. En effet, l'économie, c'est pas que des flux financiers, l'économie, c'est la gestion du foyer, hein, oikos nomos, nomos la gestion et oikos le foyer en grec, et il y a toutes sortes d'économies, la gestion de son environnement. Justement, dans l'agroécologie, dans la gestion de l'environnement proche, dans le local, on est plus proche de la définition d'origine du grec, le foyer, plutôt que dans l'idée d'une économie financiarisée à l'échelle mondiale, où la finalité, c'est l'argent. Bien, donc, cette agroécologie et ces autres mouvements alternatifs, alors là, justement, je m'écarte du buen vivir, parce que le buen vivir, c'est un principe constitutionnel dans certains pays, alors que il reste un principe en réalité. Si on regarde les politiques environnementales et sociales de Bolivie et d'Équateur, c'est quand même pas tout rose. Rafael Correa a fait un chantage international pour sauver le parc de Yasuni en Équateur, qui est un des plus beaux refuges de biodiversité. Il a dit, vous me donnez 24 milliards par an pour ne pas exploiter le pétrole, ou je l'exploite. Évidemment, ce genre de chantage, tant qu'on ne l'accepte pas, et donc il a foré le pétrole. Pareil pour Evo Morales et ces fameuses routes. Bien, donc ce sont des gens qui sont prêts à promulguer des principes justement anticapitalistes, mais qui sont encore dans un raisonnement marxiste. Alors, je vais revenir sur ce que j'entends par un raisonnement marxiste. Commençons par les origines du néolibéralisme. Quelqu'un a une idée d'où vient le néolibéralisme ?
le capitalisme, si vous voulez. Pardon? C'est la bourgeoisie au Moyen-Âge qui voulait prendre la place qui voulait je crois que ça, on l'appelle plutôt le mercantilisme, c'est-à-dire accumuler du capital de manière à réinvestir dans la marchandise, et c'est plutôt autour du commerce. Vous avez raison, c'est une première forme de capitalisme, c'est-à-dire qu'on crée de l'argent pour réinvestir, mais le capitalisme en soi, c'est-à-dire Oui, d'accord, alors attends. Adam Smith s'inscrit dans une pensée qui rejoint Rousseau, Voltaire et autres, autour de la notion de liberté. Sauf que lui, Adam Smith, dans une période où il y a des péages entre chaque village, il dit l'économie, doit être laissée elle-même et pas suivre une structure pyramidale qui arrive dans les poches du roi, enfin du souverain. Donc lui, c'est un penseur, évidemment beaucoup s'en inspirent aujourd'hui, mais l'origine du néolibéralisme actuel, tel qu'il a été transformé en paradigme de négociation internationale par Thatcher et Reagan, trouve ses origines dans l'éthique protestante. C'est un fameux sociologue allemand qui l'a très bien montré. Si vous lisez les écrits de Franklin, Benjamin Franklin, par le fait que c'est un inventeur, que c'est un des rédacteurs de la Constitution américaine, c'est aussi un homme qui écrivait comment faire fructifier un sou. Et qu'il était scandaleux de laisser dormir son argent, et que l'argent devait travailler, et que si on n'a pas réuni 3 sous à la fin de la journée, on avait gâché sa vie en gros. Donc la pensée capitaliste, elle émerge avec l'éthique protestante pour une raison simple, c'est que l'éthique protestante telle que pratiquée par les puritains américains, les Quakers et autres, définit le rapport à Dieu sous la forme de la prédétermination. C'est-à-dire que ce ne sont pas vos actes qui vont vous valoir une place au paradis, votre place elle est déjà inscrite dans le grand livre. Ce qui va déterminer que vous êtes un élu, c'est que vous avez réussi votre vie. Et cette idée qu'on a réussi sa vie se décale progressivement vers qu'est-ce qui va prouver qu'on a réussi sa vie? C'est la quantité d'argent qu'on a accumulé. Dans d'autres sociétés, c'est la quantité de prestige qui fait de vous un homme apprécié. Dans d'autres cas, c'est combien d'ennemis vous avez tués. Dans d'autres cas, c'est être généreux. L'éthique protestante va orienter le signe d'élection et donc de réussite sociale, de respect, dans le fait que le signe de l'élection divine, c'est la quantité d'argent qu'on peut accumuler. Évidemment, à la fin du 19e, les Rockefeller et autres qui s'inscrivent dans cette logique sont aussi des gens qui redistribuent. Mais disons que tout principe religieux, tout principe émanant d'une spiritualité a une tendance à perdre son caractère spirituel jusqu'à ce qu'on en réinjecte. Et le néolibéralisme qui est pratiqué, c'est une idée très ancienne qui a perdu sa note spirituelle. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de gens qui redistribuent. C'est souvent des mécènes américains, Bill Gates et autres, qui redistribuent leur argent, mais qui en gardent une bonne partie pour eux. La finalité, c'est quand même d'en gagner. Le mécénat des oligarques russes, bof, des grands producteurs de pétrole, bof, pas génial. Donc l'intérêt, c'est que finalement, si on veut qu'une vie ait une justification, certains pensent que la justification, le prestige social se fait autour d'avoir une Porsche, d'avoir des villas partout, et puis il y a un mouvement alternatif qui émerge dans les années 80, notamment à la fameuse conférence de Seattle, qui est un mouvement de protestation disant la vie c'est pas ça. C'est les fameux forums altermondialistes, les forums mondiaux, disant ben non, la vie c'est la vie sociale, c'est le respect de l'environnement, c'est pas du commerce globalisé qui détruit les économies locales, mais c'est au contraire reconstruire du local, du territoire, non plus la terre comme moyen de production, mais la terre comme territoire, c'est-à-dire le lieu auquel on est attaché, avec lequel on entretient des liens. Je suis pas d'accord avec Jordi qui dit qu'un arbre perçu sous sa valeur financière, c'est pas vrai. On a tous des arbres fétiches, des arbres clés. Il y a énormément d'arbres qui sont bien. C'est vrai que bon, ça passe peut-être au second plan, mais l'arbre, le chêne de Saint-Louis, on va pas l'abattre pour faire des planches. C'est bien. Donc, comment est-ce qu'on va lutter contre une idéologie néolibérale qui est telle que tout paraît de bon sens? C'est de bon sens qu'un pays soit productif, c'est de bon sens qu'il y ait de la concurrence internationale, c'est de bon sens de lutter contre les entreprises ou les agricultures non compétitives. On nous a tous fourré ça dans la tête. Moi, j'en ai émergé il y a quelques années. Alors, je pensais, oui, mais c'est moins normal, là, papa. Et cette vision du petit village de Bourgogne, où justement, ils s'en foutaient d'accumuler de l'argent, et ce qu'ils voulaient, c'était accumuler
de l'amitié, des soirées, à boire un coup et boire plusieurs, etc. Bon, ben, c'était des gens heureux, je les enviais en fait. C'était des gens... bref, je vous l'ai dit, ça m'a fait réfléchir. Et donc, le néolibéralisme s'est imposé dépourvu de sa spiritualité, tout comme Noël n'est plus très spirituel. Hein. Noël, c'est faire des achats, faire à manger, une dinde, des cadeaux. La dimension spirituelle de Noël, bof, hein, je ne sais pas qui a un frisson en voyant une crèche, je ne sais pas. Donc voilà, Noël c'est déspiritualisé. Et par spirituel, je ne veux pas dire des esprits, hein, mais c'est par opposition à ce qui est matériel. C'est-à-dire que la réussite ne passe pas uniquement par le matériel, par le nombre de biens d'équipement qu'on a, parce qu'on a un sèche-linge et une machine à laver, c'est pas ça. Certains vous le disent, d'autres non. Donc dans le néolibéralisme, qui est basé sur la consommation, on doit produire pour que des gens achètent. Et acheter signifie qu'on va encore plus produire. Pour produire, il faut produire à bas prix, bon, je ne vais pas vous expliquer le système. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans une logique néolibérale, tout s'exprime en termes économiques, monétaires. La gestion de l'environnement, la gestion en termes de coût-bénéfice pour l'environnement, la dette d'extinction, qui est un terme écologique, mais qui emprunte la dette, nos dettes, les paiements pour services écosystémiques, etc. Tout est pensé autour de transactions financières. Ce qu'on a d'intéressant, c'est le mouvement alternatif, et notamment un concept qui m'intéresse beaucoup, c'est celui de sobriété heureuse, c'est dans la bouche de Pierre Rabhi. C'est que comment lutter contre un système hégémonique? Eh bien, justement, le problème de Marx, c'est qu'il proposait de lutter contre ce système dans les mêmes termes, en termes économiques. La redistribution des moyens de production. C'est-à-dire qu'en gros, il voulait que les ouvriers accèdent eux-mêmes à du capital, à une redistribution, donc s'approprient les moyens de production, tout ce qu'on veut. Mais finalement, il proposait aux ouvriers de prendre la place de leur patron. Je caricature. Hein. Il proposait aussi, évidemment, redistribuer, créer des coopératives, tout ce qu'on veut. Le post-marxisme, si on peut appeler ça le post-marxisme, c'est de dire, eh bien, on va changer complètement de vocabulaire et on va changer de valeur. Et le concept de sobriété, tel que véhiculé par Pierre Rabhi, tel que porté par le président de l'Uruguay, par exemple, l'ancien président, je ne sais plus comment il s'appelait, voilà, un homme vraiment extraordinaire. Les Uruguayens ne sont pas toujours d'accord, mais bon. C'est être sobre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas consommer trop. Dans les années 70, ceux qui sont allés dans le Larzac pour défendre le plateau du Larzac, qu'est-ce qu'ils disaient? On a une idéologie qui est anti-capitale, tout ce qu'on veut, on va la mettre en pratique, c'est-à-dire qu'on va l'exprimer par de la pratique. La pratique, c'est des gars qui étaient universitaires ou autres, sont allés produire du fromage de chèvre. Hein, ils ne sont pas allés dans des manifestations, ils n'ont pas brandi, ils en ont aussi brandi au début, mais après ils se sont dit, j'ai des convictions, ces convictions ne doivent pas se défendre les armes à la main ou sous forme de révolution, mais en changeant de pratique. Et en créant des réseaux, etc. Et donc le concept de sobriété est un concept complètement subversif. Parce que si le néolibéralisme repose sur la croissance, l'intensité des échanges, la perpétuelle croissance de productivité, croissance de consommation, croissance de ceci, pousser la croissance, tirer la croissance vers le haut, et bien dire, on arrête de consommer, c'est un moyen très simple de stopper ce processus monstrueux. C'est en cela que la sobriété de Rabhi rejoint la notion de décroissance de Latouche, de beaucoup d'autres. Donc la notion subversive est intéressante, et puis de subversion. Et puis autre chose, et c'est pour ça que ça a beaucoup plus d'impact en réalité que la production d'artisanat au sein d'un village amazonien, c'est que il n'y a pas que des agroécologues qui produisent. Il y a aussi les gars comme vous et moi qui achetons, qui nous déplaçons pour aller dans une AMAP, pour faire ceci, pour faire cela. C'est-à-dire qu'on est dans un cycle de production-consommation, mais dans lequel chacun trouve son compte, au sens où on paye le juste prix, on maintient et on refuse surtout l'agro-industrie, tout ce que vous voulez. Et donc la particularité, l'intelligence de ces mouvements, c'est qu'ils ne tiennent pas sans l'autre bout de la chaîne. C'est-à-dire que pour être dans le bien vivre, il n'y a pas besoin d'aller planter des choux. N'importe quel citadin qui a ses réseaux, qui rentre dans ces réseaux, qui rentre dans cette démarche de je ne me rachète pas un iPad tous les 2 mois, ni tous les 6 ans d'ailleurs, eh bien, il commence déjà à saper le fondement
de l'échange, du libre-échangisme, etc. Bon, ça, c'est si on veut le saper. Hein. Mais une enquête concernant les motivations des gens a montré qu'en réalité, il n'y avait que 15% des gens qui avaient pour moteur, la concurrence, le désir d'accumuler, que finalement 40% des gens étaient plus dans l'idée que la vie c'était pas ça, que la vie c'était la famille, la solidarité. Et voilà, sur ces mots d'optimisme, pour vous dire que finalement l'idée que défendent nos politiques aujourd'hui, comme disait Macron, je veux que tous les jeunes de 20 ans aient envie d'être milliardaires, bon, grâce à Dieu, beaucoup de gens ont envie de gagner 17 000 euros par an et d'avoir des amis. Merci de votre attention. Bonsoir. Merci Jordi et Florent pour ces belles interventions. Florent, je crois que tu pourras adhérer au mouvement Utopia, il n'y a aucun problème, les portes sont ouvertes. Alors le mouvement Utopia, je vais dire rapidement ce que c'est. Donc, comme l'a annoncé Claire, je crois ton prénom, il s'agit d'une coopérative d'éducation populaire. Donc c'est vrai, le projet très ambitieux est de se projeter sur une société du Buen Vivir. Pourquoi on a intégré cette notion de Buen Vivir? C'est parce qu'on s'est rendu compte, et là je reviens sur ce que nous a expliqué Jordi, c'est que nous avions beaucoup à apprendre des sociétés qui avaient effectivement réussi à faire ce lien entre la nature et l'homme. Et je crois aujourd'hui la grande crise que nous traversons, la crise de l'anthropocène, dont je pourrais dire deux mots effectivement, est liée à ce fait qu'a évoqué Florent aussi, que nous avons effectivement rompu nos liens. Alors c'est vrai que 50% de la population mondiale habite en ville, qu'on est dans un système de virtualisation complète de nos rapports à la nature, puisque les écrans dominent nos relations même entre nous-mêmes, et qu'il est aujourd'hui nécessaire, si nous voulons tout simplement survivre, il ne s'agit pas de mieux vivre, mais de survivre, de revoir complètement le mode de fonctionnement de nos sociétés. On a parlé du capitalisme, je crois qu'on est tous conscients qu'il est à l'origine du désastre qui s'annonce et qu'il nous faut aujourd'hui réagir. Donc réagir comment ? C'est un peu la question qu'on se pose à Utopia. Et réagir pourquoi ? C'est parce que c'est vrai, si on veut penser aux générations futures et à l'avenir de nos enfants, l'avenir possible de nos enfants, il faut qu'on y travaille tous ensemble dès aujourd'hui. Alors je ne voudrais pas plomber la soirée, mais bon, tout le monde a entendu parler, je pense, de l'Anthropocène, donc cette époque géologique qui fait suite à l'Holocène, que de plus en plus nombreux les scientifiques reconnaissent comme réelle, c'est-à-dire que l'époque dans laquelle nous sommes et à partir de laquelle l'homme a commencé à avoir un impact géologique. Alors les scientifiques s'opposent un petit peu sur les dates qui seraient à l'origine de cette Anthropocène. Pour certains, il s'agirait tout simplement de la révolution industrielle, c'est à partir du moment où on a commencé à faire exploser notre consommation de carbone. Donc il y a un impact, parce qu'on sait que dans les couches de glace qu'on analysera d'ici quelques centaines d'années, enfin hélas il n'y aura plus de glace, mais bon, lorsqu'on pourra analyser des couches en tous les cas souterraines, on se rendra compte que l'homme a eu un impact à partir de la révolution industrielle. D'autres placent cette date ailleurs, en juillet 1945, lorsque les États-Unis ont fait leur premier essai nucléaire, juste avant Hiroshima et Nagasaki, de triste mémoire. Le moment de rupture, c'est le moment où des éléments, des particules radioactives nouvelles qui avaient disparu seront définitivement présentes dans ces fameuses couches de glace. Donc l'homme est devenu non seulement possesseur de la nature, mais potentiel destructeur de la nature. Donc la rupture se fait à ce moment-là, en 1945 pour beaucoup, et je partage assez cette idée qui est assez certes effrayante, mais qui je pense, nous pèse tous aujourd'hui, c'est que nous savons que nous sommes en capacité de nous autodétruire et de détruire l'environnement qui est autour de nous. Donc on est très loin du Buen Vivir, excusez-moi, mais je pense que cette prise de conscience est nécessaire. Et au-delà de cette menace nucléaire et bien d'autres, d'autres analysent effectivement que notre société est au bout du rouleau et qu'on va vers un effondrement dû à la fois au contexte climatique que nous connaissons tous, à l'effondrement de la biodiversité. Nous traversons une extinction des espèces
historique, hein, qui n'a jamais été bien sûr égalé dans les millénaires qui nous ont précédés. Des crises financières qui effectivement, on est en sursis aussi, on sait bien la crise de 2008 va certainement se reproduire assez rapidement. Tous ces éléments factoriels sont en interaction bien sûr, puisque les crises énergétiques, les crises financières, les crises climatiques sont liées. Cette interaction fait que le système est très fragile. Donc, pour beaucoup, et je crois qu'on l'a analysé à Utopia comme une nouvelle donnée, parce que Utopia, bien qu'étant créé il y a une vingtaine d'années, est un laboratoire d'idées, donc on réfléchit beaucoup ensemble et on travaille beaucoup avec... on invite des chercheurs, mais également des politiques ou toute personne qui réfléchit sur quel avenir est possible pour nous. On se rend compte que cette notion d'effondrement est pour nous un point de départ essentiel pour pouvoir penser à un avenir possible, à un avenir commun. Alors pourquoi le buen vivir à ce moment-là peut nous intéresser, je l'ai évoqué, c'est parce qu'effectivement ce lien à la nature est important et peut-être l'élément qui permettra de nous en sortir. Alors on a évoqué Descartes, on pourrait remonter plus loin la Genèse, hein, où effectivement la définition de l'homme créé à l'image de Dieu est également possesseur, dominateur de toutes les autres créations. Et puis la révolution industrielle qui succède de près la révolution française tout simplement, où le bien-être est d'une certaine façon, s'exprime d'une certaine façon par la propriété individuelle et par cette possibilité qui est donnée à l'homme de s'extraire de sa condition de dépendance vis-à-vis de la nature, par notamment l'avènement de la machine et de la technologie. Alors, fort de ces éléments de constat, et si on en revient encore au thème du buen vivir qui nous réunit ce soir, nous avons axé nos points d'analyse autour du buen vivir, autour de différents axes. J'en ai répertorié 7, mais on pourrait certainement étendre le sujet au-delà. Alors bien sûr le lien à la nature, je viens d'évoquer, la gestion des communs, qui est en fait à l'origine d'Utopia. Je ne sais pas si vous savez le livre de Thomas More, qui s'appelle Utopia, et qui effectivement parle d'une île un peu idéale, d'une société idéale qui aurait été découverte sur une île et dans laquelle effectivement les communs domineraient. Mais je reviendrai plus en détail sur les communs parce que pour nous c'est un point important. Le troisième élément, ce serait d'opposer la notion du circulaire par rapport au linéaire. Et ça, Jordi nous l'a rappelé, cette notion de cycle des ancêtres qui reviennent, de la nature qui, par sa décomposition, par l'humus, recrée du vivant. Toute cette notion circulaire qui a fait de tout temps les relations, qui a relié les relations de l'homme, confirmé les relations de l'homme avec la Terre, est aujourd'hui totalement obsolète, puisqu'on est dans une vision totalement linéaire, avec la notion de développement, la notion de croissance, la notion de progrès, qui sont des mythes de la linéarité qui se viennent s'opposer totalement avec cette approche linéaire qui permettrait d'envisager le monde dans un renouvellement et dans une continuité. Donc cette critique de la croissance était bien évidemment, et c'était évoqué par Florent, au cœur de notre analyse du buen vivir. Également la souveraineté alimentaire et l'agroécologie versus mondialisation et spécialisation. On voit bien que la souveraineté alimentaire aujourd'hui est menacée par les exportations et la surproduction des pays producteurs, tels que la France notamment, qui appauvrit aujourd'hui les pays d'Afrique en exportant à bas coût ces surproductions, le fait qu'on déforeste la forêt amazonienne pour nourrir nos pauvres bovins entassés dans des fermes de mille vaches. Toutes ces relations agricoles internationales, je ne reviens pas dessus parce que je pense que seul
est au cœur de la problématique et serait très à même de développer cette question. Autre point que j'ai placé en 5e, c'est la question de taille aussi. Jordi a parlé, et Florent l'a rappelé aussi, de l'échelle de l'organisation sociale. Lorsqu'il nous parlait d'un village de Bourgogne, je crois que ce village de Bourgogne peut survivre parce que c'est un village, et que la question de taille, on oublie très souvent de se la poser, et qu'on raisonne souvent au-delà de la communauté. On a tendance à raisonner même plus en département, mais aujourd'hui en région, pour après raisonner en pays, et après en conglomérat de pays en Europe face à d'autres continents. Donc la question de taille pour moi est assez, enfin pour nous Utopia est assez centrale, et je crois qu'on oublie bien souvent de se la poser. Quelle est une bonne taille pour une bonne société du bon vivre? Également la relation au temps, à la vitesse, à la mort. Alors là, à la vitesse, je pense qu'on est totalement saturé par ce qui va vite. On est le pays du TGV, après avoir été celui du Concorde. On sait de quoi on parle dans notre démesure par rapport à cette relation au temps qui s'oppose bien sûr à celle du temps naturel. On est dans la société de la montre, on n'est plus dans la société du soleil. On a besoin de regarder sa montre, alors que les civilisations effectivement qui ont été évoquées fonctionnent différemment en hiver et en été. Et ça, c'est une question qu'on a totalement perdue. Cette relation effectivement à la temporalité est également très importante. Et enfin, la question des frontières. Je parlais de la question de taille, mais je crois qu'on oppose aujourd'hui très vite on se pose très vite la notion de frontière, et ça je pense qu'il faut revenir à la question de nos relations à la nature. Quand on voit les animaux migrateurs, eux ils n'ont pas de frontières. Quand on voit que le loup passe d'Italie en France sans problème, c'est que lui il n'a pas vraiment de questions à se poser par rapport aux frontières, il va simplement où les choses se passent bien. Et lorsqu'on voit que pour nous les hommes, quand les choses se passent mal, je pense à notamment à nos amis syriens, et qu'on leur ferme nos portes, on se dit que là on a quand même quelque chose à apprendre de la nature et de nos capacités d'accueil et de partage. Donc tous ces éléments, là j'en ai énuméré 7, mais je pense que dans le cadre du débat qu'on pourra avoir, on pourra aller bien au-delà, constituent pour nous une base de construction d'un véritable projet de société, et le Bois de Vivir est pour nous une source d'inspiration importante. Alors si j'ai un petit peu de temps qui me reste, oui, 5 minutes, alors je vais aller très vite, donc je ne vais pas vous reparler de Descartes. S'il y a quand même un élément, parce qu'on cite souvent Descartes, mais de façon incomplète, et je pense que c'est important, je vous fais une petite lecture là, sur cette fameuse citation tirée du discours de la méthode écrit en 1737. Alors, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, nous les pourrions employer en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Mais il y a un paragraphe qui suit qui est intéressant, et qui nous dit « Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais aussi pour la conservation de la santé. » Donc cette notion de jouir d'une infinité d'artifices est effectivement inscrite dans cette approche de domination de la terre. C'est qu'on voit que le discours de la jouissance et surtout des artifices remonte loin, et c'est un point intéressant. Sur les liens à la nature, j'ai parlé des animaux et des 1000 vaches. Il est intéressant, et on l'a constaté à Utopia, de voir qu'aujourd'hui, la question animale revient avec bonheur au cœur des préoccupations de toute personne s'intéressant globalement à l'écologie. Et cette question a été bien souvent oubliée. Alors c'est effectivement, alors là on parlait de la relation des humains avec les non-humains, elle nous paraît pour nous fondamentale, parce que également elle nous remet en question les relations que nous avons toujours entretenues vis-à-vis des minorités. Et je pense que notre domination de l'animal a impacté beaucoup sur nos relations avec les autres humains. Je pense à l'esclavage notamment, et je pense aussi à la domination de l'homme sur la femme. Et je crois que lorsqu'on repositionne
cette question. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de poser humain, non-humain, homme et femme, bien évidemment, mais de se dire que peut-être cette relation de domination que nous avons, cette société patriarcale qui est la nôtre, pourrait trouver ses origines dans cette relation de domination que nous avons envers d'autres vivants que sont les animaux. Et là, je salue bien sûr l'action de l'association L214, avec laquelle nous avons beaucoup de liens, et qui œuvre aujourd'hui pour sensibiliser le consommateur sur la maltraitance faite aux animaux que nous consommons abondamment et trop abondamment. Encore une fois, si nous voulons que cette terre reste viable, soyons végétariens. Bon, c'est une petite parenthèse. Je voulais juste pour terminer, parce que je l'ai évoqué quand même, revenir sur une notion qui pour nous est très importante parce qu'elle nous paraît être une des solutions qui pourrait nous permettre de nous en sortir, c'est la question des communs et de la remise en question de la notion de propriété. Alors Utopia, vous avez vu, il y a des livres là-bas, on vient d'éditer un livre qui a pour titre bien commun et propriété. Il est tellement récent que... Alors propriété et commun, pardon. C'est un livre que nous avons écrit collectivement, comme beaucoup de nos livres ici, sur le mode de idées reçues et propositions. Écrit collectivement, c'est-à-dire que nous choisissons ensemble, avec l'ensemble de nos adhérents, les livres sur lesquels nous allons travailler, les thématiques sur lesquelles nous allons travailler, et après un comité de rédaction se met en place, et on soumet à l'ensemble des adhérents par à la fois le biais d'internet, mais également lors de réunions physiques. Heureusement on privilégie les réunions physiques, ces textes qui sont donc soumis à amendement. Donc chaque livre fait l'objet de centaines et parfois de milliers d'amendements qui sont débattus, qui enrichissent le débat et qui surtout nous permettent de nous approprier nos publications. Donc ces petits livres collectifs sont très importants. Et lorsqu'on a décidé il y a 2 ans maintenant de publier ce livre sur les communs, on commençait à parler du sujet commun, qui est maintenant devenu un sujet heureusement assez partagé. Vous savez, l'origine des communs, c'est effectivement le dépassement du système des enclosures, c'est l'apparition des enclosures à une époque où le capitalisme a jugé nécessaire de s'approprier des espaces qui à l'origine étaient partagés par l'ensemble des usagers. Donc on avait notamment des pâtures ouvertes, des forêts disponibles à tous, enfin ce qui se passe dans les sociétés andines originelles. C'est pour ça que cette société du bon vivre nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment cette notion de commun pourrait être étendue. Alors tout d'abord, une définition très, très rapide de ce que c'est qu'un commun. C'est d'abord une ressource, ça peut être un étang, une forêt, une pâture. Ensuite, c'est une communauté de personnes qui va profiter de cette ressource. C'est donc un ensemble de pêcheurs, un ensemble de paysans. Et enfin, c'est un faisceau de lois, enfin un ensemble de lois qui vont permettre à cette communauté de faire en sorte que cette ressource perdure, éventuellement s'améliore, en tous les cas puisse être partagée de façon durable. Donc ça, c'est la définition d'un commun, en opposition avec un bien commun qui pourrait être l'air, l'eau, les océans, qui sont effectivement une ressource partagée par un ensemble d'individus, à savoir l'homme a besoin de l'air pour respirer, l'ensemble des non-humains aussi. Mais aujourd'hui, hélas, nous n'avons pas de règles communes pour partager ce bien commun et faire en sorte que ce bien commun devienne un commun réel, c'est-à-dire puisse avoir une capacité de se préserver dans un bon état. Je pense à l'air, je pense à l'eau des océans. Vous savez qu'on nous parle d'un effondrement également des réserves halieutiques, et certains scientifiques nous annoncent que dans 20 ans, nous ne pourrons plus manger de poisson. Donc il serait temps effectivement de prendre à bras le corps tous ces sujets. On pense que cette approche des communs pour nous est intéressante parce que déjà, comme l'a évoqué Florent, elle recrée de la solidarité, elle recrée de la responsabilité, et c'est vrai que quand on partage quelque chose en commun, déjà il y a un échange qui se crée, il y a une volonté de se responsabiliser par rapport à ce bien, et on crée de fait une société engagée, donc politique, car en capacité de gérer
ce dont elle peut profiter. Donc ça veut dire aussi révolutionner le droit de propriété, le remettre en question et le replacer dans sa juste dimension, voir le caractère universel de cette notion de commun que nous pourrions développer, et donc savoir réconcilier l'intérêt individuel et l'intérêt collectif par cette approche commune de la gestion que nous pourrions avoir de cette planète, aujourd'hui très malmenée, mais sur laquelle nous sommes contraints de vivre. Nous ne croyons pas effectivement à un possible humain en dehors de la Terre, et les menaces du transhumanisme sont encore pires que celles que l'on pourrait penser, puisque penser le transhumanisme, c'est penser un homme hors nature, donc c'est déshumaniser l'homme, et je crois qu'il nous faut également réagir par rapport à cette question. Je vous remercie. Merci à tous pour vos interventions. Je vais poser une question sur une thématique qui n'a pas été abordée. En fait, quels seraient en fait les changements que les gouvernements... Vous parlez plus dans le micro. Ah, mais quels seraient les changements que les gouvernements, notamment boliviens et équatoriens, peuvent apporter à l'organisation industrielle pour que celle-ci intègre un tant soit peu les principes du bon vivre? Est-ce que l'un d'entre vous pourrait donner quelques éléments de réponse? En fait, ce serait comment mettre en place un bon vivre dans le secteur industriel ou des services, c'est ça? Alors c'est un petit peu complexe parce que on va dire déjà que le système industriel c'est un système qui accumule, qui produit de façon intensive, alors que le bon vivre il cherche plutôt à être dans la mesure. C'est difficile, je pense, de mettre en place les principes du BBVN dans ce secteur-là, puisque le BBVN il s'oppose justement à la production de masse et à l'accumulation. Ça rejoint en fait la sobriété dont parlait M. Florent Collard tout à l'heure. Je vois pas trop comment ça pourrait être mis en place en fait dans ce secteur-là. Après, dans le secteur du service, là je pense au tourisme par exemple. Ça pourrait mettre en place un tourisme qui véhicule ces valeurs où justement il y a un échange qui tourne autour des différentes visions du monde, différentes visions de la nature, entre des occidentaux par exemple qui viendraient en Bolivie, dans des villages ou même ailleurs. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, peut-être... juste, je veux rajouter juste ça, pardon. En fait, je pense peut-être effectivement que la question ce serait de pouvoir produire des biens industriels, mais en repensant le mode d'organisation de l'industrie. Si je peux compléter, il y a plusieurs approches. Il y a la notion d'écosystème industriel qui est pratiquée par les pays nordiques, c'est-à-dire que l'industrie s'inscrit en réseau où chacune consomme les déchets de l'autre, ou les sous-produits de l'autre. Il y a aussi la possibilité des coopératives. Ceux qui ont vu demain, il y a une entreprise, je ne me rappelle plus où elle était. Voilà. Et puis finalement, il y a ces entreprises, finalement, on en parlait un certain temps, là, qui se limitent volontairement, c'est-à-dire qu'elles refusent de croître au-delà d'un certain seuil. Donc de produire pour produire, de créer de la consommation. Alors en général, c'est des entreprises qui produisent des biens utiles, pas superflus. Oui, juste pour compléter, effectivement, la question fondamentale, c'est de dire on produit quoi et pourquoi. Donc, au-delà de la question quelle technologie utiliser, industrielle ou non, la question est de savoir pourquoi on produit et pour faire quoi et pourquoi on produit autant. Donc là, je pense que dans une perspective de décroissance telle que l'a évoqué Florent, je crois que la première des questions qu'on se posera, c'est celle-là. Oui, j'ai la voix forte.
c'était par rapport justement à ce changement et à ce changement de paradigme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de logique économique, notamment la France qui est le grenier du monde et qui envoie ses œufs et sa production à l'étranger, notamment en Afrique. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des poulaillers de 10 millions de poules qui sont créés en Afrique parce qu'on en a besoin. C'est-à-dire que s'ils veulent produire en local, ce qui est déjà consommé mais qui ne vient pas du local, il faut remplacer ça par quelque chose. Là, j'essaie de comprendre en fait comment on pourrait passer de ce système où là-bas ils n'ont rien et tout arrive de l'étranger pour produire en local mais sans passer par l'industrialisation. Parce que ce qui se passe, c'est que dans leurs champs, etc., leur système, si on utilise des modèles agroécologiques, la production ne peut pas être remplacée d'un coup. Je ne sais pas si j'ai été clair. Votre question en soulève une autre. Je voulais faire la remarque à M. Lucot, à Pierre. C'est qui on entend par nous, eux, ils, c'est ça le problème. Quand j'entends dire nous avons colonisé l'Afrique, je dis moi non. Quand on dit nous, on essaie de vendre nos produits partout, je dis moi non. D'accord? C'est qui nous? C'est ça le problème. C'est ce qu'on appelle des hégémonies, des puissances hégémoniques. Et il faudrait s'intéresser beaucoup au ministre du Commerce ou des Relations extérieures des pays africains concernés pour savoir pourquoi il n'y a pas de taxes supérieures sur nos produits. On peut très bien se retirer de l'OMC, c'est pas... Voilà, la pauvreté rapporte, mais pas aux pauvres. Donc ça c'est une question, c'est pas que l'Europe c'est le mal. Mais la question c'est évidemment une question fondamentale, mais pas que pour l'Afrique. La production locale, la souveraineté alimentaire, le droit de choisir ses modes de production, ses modes de consommation, et ne pas se les voir imposer. C'est évidemment un des enjeux de du passage de paradigme ou de la lutte contre l'hégémonie néolibérale qui veut justement que tout soit en concurrence contre tout le monde. À noter une chose qui m'a beaucoup intéressé dans mon étude sur ces trois communes, j'ai dû étudier l'histoire de l'agriculture en France. Si la France n'a pas connu la famine pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est que c'était un des pays les plus arriérés d'Europe en termes d'agriculture. C'est-à-dire que la France des années 40 vivait en grande partie sur la polyculture élevage à finalité familiale. C'est-à-dire qu'on produisait d'abord pour nourrir la famille et ensuite pour faire des surplus, pour vendre des excédents. Les pays qui étaient déjà basés sur la monoculture, pour l'armée allemande, c'était très facile. Hop, on confisque toute la production, mais aller dans chaque petit village français et dans chaque champ pour aller confisquer la vache, c'est beaucoup plus compliqué. Ou aller dans le poulailler où il y a 3 poules pour prendre les œufs. Les Allemands avaient plus de mal à piller la petite agriculture française. Et là, la question de la souveraineté alimentaire est cruciale, puisque ça, c'est de la souveraineté alimentaire. L'autre idée, c'est qu'on doit défendre la sécurité alimentaire, c'est le principe de la FAO, c'est-à-dire garantir l'accès à la nourriture à la terre entière, peu importe où cette nourriture est produite. Mais l'exemple de la France dans les années 40 prouve que justement, c'est pas sécure, c'est pas sûr. En cas de guerre, de conflit, et rêvons pas, il y en aura des guerres et des conflits à long terme. Les gars qui auront leur petite production de poules, ils ont plus de chances de survie que ceux qui achètent des œufs au supermarché. Mon frère travaille dans le développement, sur des projets de développement, il me dit non mais arrête avec tes histoires d'agroécologie. Moi je travaille avec des gens à Madagascar et dans plusieurs pays d'Afrique, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas à manger. Il faut qu'ils fassent à manger. Et s'ils ne font pas de l'agriculture intensive, ils s'en sortiront pas, parce qu'il y a un gap à couvrir. Ça c'est faux ou c'est vrai? Voilà. Juste un petit élément de réponse au nom de Sol, parce que c'est en fait les projets qu'on co-construit justement avec les gens visent à la souveraineté alimentaire et justement à développer et encore le mot développement déjà on n'aime pas trop ça parce que c'est pas vraiment l'idéologie qu'on essaye de véhiculer et de construire avec les gens, c'est de créer des emplois quand les personnes déjà elles arrivent à se nourrir, à réussir à garder leur terre, à cultiver de manière écologique et à partager un lien qui va être social,
il y a une amélioration en tout cas du confort de vie et je dirais des richesses, mais pas une richesse qui peut être forcément financière, c'est juste un confort de vie qui va être plus important et l'air de rien, il y a une création d'emplois qui va impacter les alentours, les villages autour. Nous c'est ce qu'on fait alors au Sénégal, en Inde, et ça a un impact qui est quand même impressionnant. Après, je rejoindrai le point de vue de Monsieur Koller, c'est aussi les politiques publiques, les politiques qui vont être vouées au libre-échange, qui vont pas forcément dans ce sens-là. On voit le cas des APE pour enlever les droits de douane des produits français à destination de l'Afrique. Voilà, ça c'est des choses qui sont en train de se passer, que nous, avec d'autres associations, on lutte contre, et c'est très dur parce que c'est des décisions qui sont plus au niveau étatique, et c'est là aussi qu'on a tous notre rôle à jouer là-dedans pour nous impliquer, et c'est pas un rêve, c'est pas une utopie, quoi, l'agroécologie et le fait que les gens puissent vivre au mieux en faisant un petit peu corps avec la terre et en travaillant avec ça et essayer de la préserver. Ouais, juste si je peux rajouter juste un point. 70% des personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui sont des anciens paysans ou sont des paysans. Donc on a effectivement détruit un patrimoine d'autonomie alimentaire par une mondialisation du commerce de l'alimentation. Donc ça c'est une réalité et je pense que comme le disait très bien Claude Bourguignon, vous savez qui est le père de la biologie de la Terre, les sociétés ou les communautés qui ont raté le XXe siècle réussiront le XXIe. Il le disait avec humour, mais je crois que effectivement, je crois qu'on l'a vu, on évoquait la guerre en France et cette autonomie qui s'est retrouvée alimentaire. On l'a vu à Cuba aussi, au moment du blocus. Cuba a su recréer une alimentation parce que il y avait un savoir-faire effectivement qui a permis de s'y retrouver. Donc, notre objectif aussi, c'est de recréer cette autonomie par les communautés. Alors en Bourgogne, il y en a déjà une, mais il y en a beaucoup d'autres, et je crois que c'est aussi un objectif quand on raisonne l'effondrement, c'est de se dire quelle société est en capacité de résilience par rapport à ces chocs à venir, si ce n'est les sociétés qui sont déjà en autonomie au niveau de l'alimentaire. Je raisonne au niveau mondial, bien évidemment. Votre question est excellente. Il y a tellement d'éléments de réponse à vous apporter que c'est autant que le public puisse participer. Mais elle est vraiment cruciale. Bonsoir. On a parlé de centaines de sujets ce soir. On peut en faire des débats pendant des jours et des nuits. Je voulais juste revenir à la question de l'échelle. C'était très, très important. Et là aussi, on peut pointer du doigt toutes les contradictions de tous les mouvements intermondialistes, etc., sur la notion de frontières, de protection, de droit de douane. Quelle est la bonne échelle? Est-ce qu'il faut un État français protecteur pour protéger, on va dire, une certaine agroagriculture française par rapport aux Américains, Chinois, etc. Donc, pour vous, comment ça s'articule exactement à ce niveau-là? Alors si je reviens au commun, je crois qu'on a quand même besoin d'un État. Alors à quelle échelle au niveau de la nation ou pas, je crois qu'il faut qu'il y ait des règles. Je pense par exemple par rapport au climat, il faut qu'on se pose des cadres et des obligations et des règles de limite d'émissions de gaz ou de limite de pêche par exemple. Donc on a besoin d'un droit si possible international qui va permettre de réguler effectivement ces besoins, ce désir d'hybris que nous avons effectivement tous potentiellement. Mais je crois que la notion d'échelle, alors je vous conseille un très bon livre d'Olivier Rey qui s'appelle justement La question de taille, qui pose très bien la question. Lui, il va très loin, il dit mieux vaut une petite dictature qu'une grande démocratie. Bon, c'est peut-être un peu lourd, mais je pense que la relation déjà au pouvoir
lorsque vous, au niveau d'une commune, la France a la chance d'avoir 36 000 communes. Je pense que là, la destruction qui est en cours avec le regroupement communal est catastrophique, parce qu'on a potentiellement un pouvoir démocratique très, très fort qui existe aujourd'hui en France par le fait de cette multitude de communes. On le voit bien, dès que la commune devient trop importante, dès que donc elle se divise en quartiers, ce qui est le cas à Paris, on a des arrondissements, mais au-delà de l'arrondissement, on a des conseils de quartier. Chaque arrondissement dispose entre 4 et 10 conseils de quartier. Donc spontanément, on a besoin de recréer une échelle démocratique, et la notion de commun se pose très bien par rapport à ça. Lorsque le commun est clairement défini, on voit très bien que pour gérer une AMAP par exemple, si on est trop nombreux, ça fonctionne plus, ou il faut que le producteur soit plus grand, ou qu'il y ait un regroupement de producteurs. Mais j'ai pas la réponse, mais c'est une vraie question qu'il faut systématiquement savoir se poser, effectivement. La notion des échanges entre ces communes. Alors après, oui, les échanges... C'est ça aussi, si on achète des choses qui viennent de Chine, je pense que tout le monde dans cette salle, c'est compliqué de penser à l'écologie en tant que quelque chose de terrain, et qui va vraiment qui nous change notre manière de consommer, si on continue avec ce libéralisme et la liberté des échanges entre tous. Excusez-moi, je vais reprendre ce que dit Pierre, et je vais en partie répondre à ce que vous posiez comme question. Tu as parlé de 70% de paysans mourant de faim. Moi, je veux dire un autre 70% de de l'alimentation que nous consommons est produite par des petits paysans, de dimension familiale. Ce chiffre court partout, bon, je l'ai quand même vérifié maintenant. Vous disiez d'où ça sort, effectivement, ça sort de pas mal de recherches à ce sujet. C'est-à-dire que l'essentiel des terres agricoles est en réalité destiné au biodiesel, au fourrage, au soja, à l'alimentation animale. Donc quand on dit il faut bien nourrir le monde, on va être 9 milliards, c'est pas en fait, c'est la petite agriculture qui nourrit le monde. L'idée, ouais, les agriculteurs bio, c'est des rêveurs, des doux rêveurs, ça nourrit. C'est faux. À propos de vos petits paysans passés à l'intensification, il faut bien mesurer le problème. Quand vous intensifiez, vous devenez dépendant. Alors déjà, vous perdez des emplois, vous devenez dépendant au pétrole, vous devenez dépendant aux engrais, aux pesticides. Regardez le programme Alliance for a Green Revolution in Africa, Alliance pour une révolution verte en Afrique, qui est financée par Bill Gates d'ailleurs, qui prône justement la dépendance aux OGM, en disant oui, il faut libérer de la main pour l'industrie africaine. Où vous la voyez, l'industrie africaine? Voilà, les paysans crèvent de faim, sont chassés de leurs terres parce qu'ils les ont épuisées. On leur propose de les épuiser encore plus grâce à des pesticides, d'augmenter la désertification. Et il y en a un qui doit migrer en Europe, un autre qui doit faire des arnaques sur Internet. Enfin, chaque enfant doit trouver une autre solution pour survivre. Donc, il faut bien mesurer ce que ça veut dire l'intensification. Il faut bien mesurer. Il y a un très bon programme en Éthiopie qui s'appelle, j'oublie toujours le nom, mais vous verrez, c'est sur un village éthiopien exemplaire qui ont récupéré leurs pratiques traditionnelles justement pour lutter contre la désertification. Première chose. Bon, enfin bref. Une précision quand vous dites. Je voulais juste aussi continuer sur la dimension échelle. En fait, on parle de plus en plus de la mondialisation et on revient vers des microéconomies, vers une gestion du local. Et en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de développement dans les microéconomies de monnaie locale. Alors de notions de troc, oui, il y a beaucoup de notions de troc qui commencent à réapparaître, mais aussi de monnaie locale. Et on a l'impression que c'est presque la survie des échanges pour maintenir les capitaux dans les petites économies, pour éviter que ça sorte vers les grandes puissances, en fait, de recréer des monnaies locales. Alors dans plein de pays, ça commence à se faire, pour garder les capitaux justement dans les petites économies. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce système-là? Ça fait partie d'une globalisation qui est la globalisation des idées. Les idées sont dans l'air du temps. L'air du temps est lourd, là, donc il y a une globalisation qui se fait, c'est celle de toutes les initiatives locales. Voilà, donc on partage des choses avec les Indiens Quechua et Maya, avec les Indiens d'Amazonie, c'est le fait qu'on veut, enfin, j'arrête de dire on, mais
manifestement, il y a une sorte de ras-le-bol général qui s'exprime à l'égard de la dépendance. Donc les idées sont véhiculées, hein, il n'y a pas vraiment de différence entre un Indien Himalaya et un gars en Bourgogne, hein, c'est ce qui m'avait frappé, c'est quasiment des chasseurs-cueilleurs en Bourgogne. On est tous dans la même cogitation, hein, on voit bien qu'on voit très mal. Ce qui est vraiment global, c'est le climat et les océans, vous voyez, donc on est très mal parti. Donc on peut très bien avoir des idées qui circulent à l'échelle de la planète et pas des biens. Maintenant, quelle est la communauté de base? C'est la famille. Hein. Le premier commun, c'est la famille. Il y a cette échelle-là. Après, il y a ce qu'on appelle l'échelle d'interconnaissance, ou des familles étendues, voisins, amis, machin. Après, il y a l'échelle d'interconnaissance, environ 800 personnes, c'est-à-dire la quantité de personnes que vous êtes capable de mémoriser. Parfois, on a plus de 800 numéros dans un téléphone portable, mais en général, au-delà de 800, c'est très difficile de me dire « Ah oui, lui, c'est le fils de machin qui a... » Voilà, ça, après, maintenant qu'il y a des échanges intercommunaux, machin, mais des échanges à l'échelle globale, non, excusez-moi, rien ne nous oblige à acheter un truc fabriqué en Chine, rien ne nous oblige à le faire. Mais on le fait, mais c'est pas... Je ne veux pas dire qu'on ne doit pas le faire, mais je veux dire que rien ne nous oblige à le faire. Voilà. Oui. En fait, je salue vos interventions parce que je considère que vous avez fait une sorte de travail que je dirais d'acculturation en prenant un concept qui n'est pas du tout à la base qui est loin de nos modes de pensée occidentaux, et vous y avez décelé des notions qui peuvent nous parler et qui pourraient s'appliquer, enfin trouver une application ici, parce que Jordi, comme vous avez dit vous-même, que dans les pays pourtant d'où le concept a émergé, c'est pas évident pour ça, c'est pas pour autant qu'il est facile à mettre en œuvre. Donc là, en faisant émerger de ce concept de buen vivir la notion, enfin, ou le mettant en résonance avec la sobriété heureuse, ou avec les communs, ou avec l'équité, bon, ça permet de se l'approprier plus aisément, et puis de pouvoir voir comment nous inspirer quoi sur des problématiques qui sont les nôtres ici, enfin, en tout cas en France ou en Europe, parce que je considère que aussi peut-être ce que fait Sol, c'est d'essayer d'agir à distance, mais que c'est important, fondamental d'agir sur place. Alors je voulais simplement vous saluer là-dessus. Ça m'a fait quand même penser à deux autres concepts qui sont que vous n'avez pas évoqué, mais celui de convivialité qui avait été mis en exergue par Ivan Illich dans les années 70 à travers un livre où il mettait en critique ce système industriel qui génère ces difficultés actuellement. Et puis aussi celui, ça m'a fait penser aussi en termes, vous avez beaucoup axé là, je m'attendais à une réflexion sur la différence entre matériel et spirituel, enfin, ça avait été annoncé, et c'est pas venu, je m'attendais à ce que vous parliez pour l'Occident de Saint François d'Assise, qui avait une relation à la nature, bon, même dans le franciscanisme il est minoritaire finalement, parce que ça s'est matérialisé par la suite, mais François d'Assise avait une relation à la nature qui pourrait se rapprocher finalement de la relation à la nature qui est présente chez les indigènes des pays d'Amérique du Sud, par exemple, d'où vient le buen vivir. Et j'ai simplement une question, c'était plutôt une réflexion, c'est par rapport, quand vous dites 70% de la nourriture, de ce qu'on mange vient de l'agriculture paysanne, ça me paraît étonnant, familial, et puis c'est peut-être aussi à un niveau mondial que vous voyez ça, parce qu'en France ou aux États-Unis, ce chiffre me paraît très étonnant. Voilà. C'est peut-être sur le plan global du monde entier, où il y a effectivement 70% de paysans, il y a encore 1,5 milliard de paysans, je crois. Donc là, c'est cohérent, mais si vous dites ce chiffre-là, il n'est pas du tout de cette nature-là en France ou aux États-Unis. Le panier de la ménagère point par point, ce qui vient d'une petite exploitation et ce qui vient de l'agroalimentaire. Oui, c'est ça. Mais c'est un chiffre très global, ça. Non, mais bon, votre salade ne vient pas d'un méga producteur de salade. Votre charolaise, si vous n'êtes pas végétarien, elle ne vient pas d'un méga producteur de charolaise. Vos en batterie, oui, vient de circuits
Il y a l'agro-business, enfin l'agroalimentaire, mais il faudrait vérifier point par point. Mais en gros, globalement, c'est plutôt la petite agriculture qui peut nourrir la planète que le soja et l'huile de palme. Ça, j'en suis convaincu aussi. Concernant l'opposition spirituelle matérielle, si j'en ai parlé, enfin peut-être pas, c'est le fait que j'ai parlé de l'éthique protestante qui devient le néolibéralisme en perdant sa dimension spirituelle, et que ce que fait l'agroécologie, notamment des gens comme Pierre Rabhi, peut-être Sol, c'est qu'on réinjecte du spirituel dans ce qu'on fait, c'est-à-dire des valeurs qui ne sont pas matérielles. L'harmonie, c'est pas matériel, la convivialité, c'est pas matériel. C'est ça, la dimension spirituelle, elle est là. C'est-à-dire qu'on cherche autre chose que du pur matériel, de l'accumulation, etc. On accumule autre chose, des amis, voilà, ce genre de choses. Et c'est pas du tout idéaliste, hein. Moi je suis complètement pragmatique, pas du tout idéaliste. Puisque vous évoquiez François, Saint-François d'Assise, on a quand même un pape qui a écrit une encyclique qui s'appelle Laudato Si. Je ne suis pas pratiquant, mais je crois que c'est l'ouvrage écologique le plus fort qu'on ait lu depuis quelques années. Donc on a potentiellement là, on a une remise en question. Si tous les catholiques du monde appliquaient le Laudato Si, je crois qu'on aurait fait un grand pas en avant. Donc c'est vrai que la dimension spirituelle existe, mais que les pratiques sont à une bonne distance de cette approche. Et enfin, la question de sens, je crois qu'on l'a posée tout à l'heure. Je crois que chacun aujourd'hui exige du sens à ce qu'il fait, à son travail, à son mode de consommation, et même son militantisme. Nous, à Utopia, on prône un militantisme existentiel, c'est-à-dire se dire que mettre en harmonie, effectivement, enfin tenter de mettre en harmonie, on a tous des casseroles, j'ai un portable, enfin bon, ça va, on se trimballe tous quelque chose, mais déjà aller vers cette harmonie en étant des consommateurs responsables. Effectivement, comme disait Florent, on n'est pas obligé d'acheter un produit qui vient de Chine. Enfin, on a une capacité aussi de résistance qui nous est forte, et je crois que c'est cette dimension existentielle qui est importante, et je crois que les institutions n'auront une capacité de se réformer que lorsque les individus qui les ont mis en place seront eux-mêmes en phase avec ces nouvelles institutions. Donc la dimension spirituelle, bien sûr, est prioritaire. Bonjour. Je vais parler comme ça, vous m'entendez ? Ça marche ? Bon. Je m'appelle Esther, je travaille dans le département de souveraineté alimentaire de la faculté d'agronomie à Buenos Aires, en Argentine. Je voulais juste mettre un peu insister sur le fait que, comme disait Gandhi, on est le changement qu'on veut voir dans le monde, et finalement, à parler de ces idées-là, je pense que c'est important de se dire qu'il faut commencer aujourd'hui, là où on est, on n'a pas forcément besoin. C'est formidable des projets comme Sol qui travaillent dans d'autres pays, mais on peut commencer, nous, en habitant ici, à agir à notre quotidien, comme vous venez de le dire, pour justement demander autre chose. Et pour répondre à qui a posé la question sur comment on remettait à l'échelle locale ces questions-là, je vous donne l'exemple de l'Argentine, donc où j'habite depuis quelques années, qui est le pays qui aujourd'hui a appelé l'empire du soja, parce que justement pour répondre à ces questions de besoins de capital et de besoins de flux économiques et de capital, l'aliment qui est produit est plus un aliment pour nourrir, mais un aliment qui est fait pour rapporter de l'argent. Et malgré ça, les gens commencent à se réorganiser à travers l'agriculture paysanne pour recréer la souveraineté alimentaire qu'il a mentionnée, et qui est pas seulement le fait qu'on puisse produire un aliment, mais qu'on redonne aux gens la capacité de choisir leur alimentation basée sur leur culture locale et choisir comment ils veulent la produire. Et par rapport à ça, du coup, ils sont en train de se créer des réseaux à échelle courte, pour encourager d'abord ceux qui résistent encore sur leur terre quand ils n'ont pas encore été volés par les multinationales, ce qui arrive de plus en plus en Amérique du Sud, pour qu'ils puissent résister, et après aussi, comme ils disent, recampésiniser, c'est-à-dire repaysaniser les campagnes et remettre les gens là où il n'y en a plus pour produire une alimentation locale. Parce que c'est vrai que
sinon on ne peut plus continuer comme ça. Et ici, comme il l'a mentionné avec les AMAP ou d'autres initiatives de ce genre-là, on peut nous déjà décider de recréer la souveraineté alimentaire ici en France, comme dans les pays où travaillent aussi. Il y a un mouvement néo-paysan en France, mais il est encore assez ténu. C'est-à-dire qu'en France, malheureusement, dans les 10 prochaines années, il y a à peu près un tiers des producteurs, des responsables d'exploitation agricole qui vont prendre leur retraite et il n'y a personne pour prendre la relève. Et malheureusement, la PAC actuelle soutient les exploitants qui sont en train d'agrandir leur exploitation et pas les petits producteurs qui veulent se remettre. Et là, on est passé de 2 millions dans les années 70, 2 millions de paysans à aujourd'hui un peu moins de 500 000 en 2015. Donc, il faut aussi pouvoir encourager les gens à repeupler leur terre. La plupart des néo-ruraux ne travaillent pas la terre. Les néo-ruraux ne travaillent pas la terre, ils font des services dans les campagnes. Non, il y en a qui en même temps, on dit, j'ai fait entendu quelque part aussi, c'est qu'il y a 30 exploitations par jour qui passent au bio actuellement en France. Voilà, donc le problème n'est pas qu'il y en a peu, la question c'est de savoir combien il y en avait il y a 5 ans, combien il y en avait il y a 8 ans. Voilà. Et si néo-ruraux, c'est bien ceux qui vont à la campagne pour élever des chèvres. Si c'est pas ça, on les appelle des rurbains, les gars qui travaillent en ville. Voilà. Les néo-ruraux, c'est bien ceux qui abandonnent leur profession pour faire du fromage de brebis, entre autres. Et juste un petit point pour éclaircir, l'action de Sol aussi, on agit en France justement parce que c'est vrai que en fait le problème qu'il soit en Inde, en Afrique ou en France, c'est réussir justement aux personnes qui exploitent la terre, justement les petits exploitants qui respectent la terre, qui puissent continuer à le faire et le faire en réseau en fait. Et c'est ça qui est important. Parce que c'est pas forcément facile la réalité des paysans au quotidien, et il y a souvent entre ceux qui veulent s'installer et ceux qui sont déjà existants et les aider pour qu'ils passent sur des manières justement qui soient respectueuses. Les deux sont quand même très importants et que ça soit en Inde avec la problématique des paysans face aux OGM et ce que Florent disait au niveau de la dépendance aux pesticides, on a exactement la même chose ici et c'est des actions justement qu'on essaye de faire et où il y a beaucoup d'autres structures aussi qui essayent de faire ça pour justement faire que nous aussi on ait une souveraineté alimentaire, qu'on puisse consommer en circuit court des choses qui sont bonnes et qui sont produites près de chez nous. Voilà. Aujourd'hui, effectivement, comme vous disiez, il y a des gens qui changent de profession et qui décident de se former pour devenir agriculteurs, mais sur un modèle qui n'est pas le modèle qu'on a connu jusque-là de grandes exploitations. Le sujet, en fait, il est aujourd'hui l'accès à la terre pour ces personnes qui se forment et qui souhaitent retourner à la campagne, et dans mon cas, produire des légumes en l'occurrence. Et donc, ce serait le vrai sujet est aujourd'hui la réglementation, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'exploitations qui ferment avec des paysans qui partent à la retraite, et le modèle ancien était les enfants qui reprenaient, ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisque les nouveaux agriculteurs aujourd'hui sont plutôt des gens urbains qui quittent la ville et qui vont s'installer pour faire du maraîchage ou de l'élevage. Et le sujet en fait, c'est que ces grandes exploitations, elles ne permettent pas le nouveau modèle d'agroécologie, d'agriculture aussi, est sur de petites exploitations de quelques hectares, à l'opposé des grandes exploitations de plusieurs dizaines, de centaines d'hectares. Et le sujet est comment remembrer en fait ces grandes exploitations qui ne trouvent pas de repreneurs, et avec beaucoup de gens aussi qui seraient volontaires pour les reprendre, qui n'ont pas forcément un BPRA non plus. Démembrer le terme. Comment ? Démembrer. Le terme serait démembré, mais c'est un terme qui pourrait être plus négatif, donc je préfère dire remembrer, pour effectivement permettre l'accès à ces terres sur 2 ou 3 hectares. C'est un modèle, quand vous allez voir les champs d'agriculture pour certaines en province, qu'elles ne comprennent pas en fait. Moi j'ai le cas d'une personne que j'ai connue dans une formation en permaculture qui récemment a fait une candidature à un BPREA, alors c'est celui de Die, donc assez proche de la biologie,
Et quand il a dit que lui souhaitait exploiter 800 mètres carrés, on lui a rionné. Mais c'est quelqu'un qui est déjà très fort, qui a beaucoup d'expérience à cultiver de manière intensive, mais en espace, et pas avec des moyens. Et on lui a rionné, c'était là en octobre. Et le sujet il est là aujourd'hui, c'est comment effectivement arriver dans les consciences à ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir d'attribuer des terres, de pouvoir le faire. Et le sujet aussi, c'est de pouvoir reconstruire une petite habitation sur ces grandes exploitations. Si on les démonte, comme vous dites, il faut pouvoir reconstruire 50 mètres carrés pour pouvoir vivre dessus, parce que faire du maraîchage ou de l'élevage en n'étant pas là, c'est pas possible. Ça dépend des maires. D'une commune à l'autre. Tout à fait. Enfin, c'est le problème du foncier central, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, un néo-rural qui veut s'installer, il va avoir une banque en disant j'ai un projet sur 2 hectares. Effectivement, on lui rayonnait. En revanche, l'agriculteur qui a déjà 100 hectares et qui en veut 2 de plus, on va lui faire un prêt. Donc ça, c'est une logique complètement inverse de celle qu'on souhaiterait avoir. Mais vous connaissez tous l'association Terre de Liens, je pense, hein, qui milite dans ce sens et qui aide à l'installation. Donc, si vous avez un petit peu d'argent en banque, placez-le à Terre de Liens. Ouais, bonsoir. En fait, je voudrais poursuivre sur ce sujet. En fait, je suis parti du CCFD Terre Solidaire. J'avais fait une petit voyage dans la région centre. Ça s'appelait l'immersion inversée, où il y avait des partenaires de pays du Sud, d'Afrique du Sud, d'Inde et du Brésil qui étaient venus, et donc on avait été dans différentes exploitations agricoles, et c'est vrai que ce problème de succession, on le voyait clairement, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du tout évident souvent que dans 1 an, 2 ans, 5 ans, il y ait quelqu'un pour reprendre l'exploitation. Voilà, donc c'est vraiment un problème très concret. Et puis il y avait aussi, je me rappelle, le dernier exploitant qu'on a vu, c'était un exploitant qui se posait la question justement de l'écologie. Il était passé des techniques en fait qu'avaient utilisé ses parents, quoi, c'est l'agriculture intensive conventionnelle. Il avait fait de l'agriculture ensuite de conservation. Donc l'agriculture de conservation, c'est une agriculture pour préserver les sols, pour éviter l'érosion. Donc on maintient la couverture. Mais souvent le problème c'est que, je dis pas tout le temps, mais souvent ce qui se passe c'est qu'on met du glyphosate en fait aussi pour désherber. Et donc c'est pas écologique parce qu'on utilise ce pesticide, le glyphosate, qui d'ailleurs va être interdit, mais voilà, c'est autre chose. Et puis là, il passait en bio, et en fait, c'est un autre problème, hein, parce qu'en bio, il utilise le tracteur, etc., donc il n'est pas non plus satisfait, puisqu'il utilise beaucoup de fuel, etc., donc lui, il exploitait tout seul 130 hectares, hein, quand même, c'est pour vous dire. Ce qui était très impressionnant, c'est de voir aussi ce que font les agriculteurs de nos jours. Les quantités d'aliments qu'ils produisent, c'est vraiment impressionnant en fait. Hein. Quand on réfléchit, ils sont 2 tout seuls, 3, ils ont des exploitations qui sont quand même assez impressionnantes. Ils produisent une quantité impressionnante d'aliments. Nous, on s'en rend pas compte qu'il y a aussi peu de personnes pour produire autant d'aliments, quoi. Mais c'est un truc quand on va quand on voit que j'ai fait ce voyage, j'ai aussi pris conscience de ça. Et donc au final, ce que je voulais dire, c'est que si on prend la mesure de la transition qu'il y a à faire, elle est complètement hallucinante en fait par rapport à la situation actuelle où on a des exploitations agricoles. Alors je sais plus, la moyenne ça dépend des pays, mais quand même c'est des surfaces qui sont relativement grandes avec relativement peu de monde, qui utilisent forcément du coup beaucoup de mécanisation, souvent des engrais. C'est pas durable parce que forcément les engrais ils sont souvent produits sur les engrais chimiques avec des gaz naturels, des pesticides, et donc tout ce modèle qui est là, qu'on voudrait changer, ça nécessite vraiment un changement énorme. Et donc pour moi ça questionne la question, on donne la réglementation, la question elle est politique, quoi. Comment, une fois que cette prise de conscience elle est faite, comment on passe à la mise en application et à se dire au point de vue politique comment on va changer ça, quoi, vraiment. Florent a répondu en partie, il pourra me dire que moi, si 70% de notre alimentation provient de petits producteurs,
Je crois que c'est le type de production qui est en cause. Parce qu'on reste sur les 70% des terres agricoles servent à nourrir des animaux. Donc ces grandes surfaces aussi, elles pourraient être utilisées autrement pour produire autant de nourriture, mais la nourriture non seulement bio, mais végétarienne. Donc le pas n'est pas si énorme à franchir. Après, c'est juste c'est au consommateur peut-être de changer déjà ses habitudes alimentaires. Et ensuite, effectivement, il y a des politiques agricoles à modifier, mais on n'en est pas loin. La volonté est là, les fermes bio progressent, la demande explose. Voilà, je pense qu'il faut être optimiste au moins sur ce secteur-là. Je pense que la question alimentaire est une question centrale, mais qui est la question qui peut faire bouger les gens le plus rapidement possible. Et bouger le monde en tout cas. Moi je voulais juste signaler, peut-être que certains ont vu ce qui a circulé aussi, c'est les propositions de ferme d'avenir de Maxime de Rostolan, qui a proposé pour les politiques à venir 10 propositions de loi extrêmement concrètes pour passer, pour accompagner cette transformation, mais au niveau justement politique. Et ceux qui n'ont pas signé, il y a une pétition qui a circulé, ceux qui n'ont pas signé, il y a encore temps de la signer. Je pense qu'elle est quand même très intéressante. Je ne suis pas à la ferme d'avenir, donc j'ai pas d'action là-bas, donc il faut y aller. Voilà, je pense que ça fait partie des réponses possibles. Il a envoyé à tous les candidats présidentiels. Et je rajoute juste, il y a une autre initiative de la Confédération paysanne, qui est quand même le deuxième gros syndicat agricole en France, qui est aussi à proposer 13 doléances qui sont construites l'année dernière, de propositions pareilles pour ramener aux politiques, notamment législatives, et leur suggérer des changements au niveau politique. Deux ou trois dernières questions avant de conclure l'événement et de passer autour de la boutique solidaire pour prendre une petite collation. Alors je ferai juste un peu de com. Regardez sur le mouvement Utopia, on a une conférence sur l'alimentation la semaine prochaine, je crois. Donc vous tapez mouvement Utopia et on fait des conférences une fois par mois, un peu sur le modèle de celle-ci, mais voilà, je profitais juste d'un temps mort. C'est une question pour Jordi Ansari. Est-ce que le droit juridique de la nature que vous avez évoqué dans votre présentation a déjà été sollicité à un moment donné, et si oui, de quelle manière? Alors j'ai deux exemples peut-être à vous citer. Le premier, c'est en Équateur, c'est près du Rio Vilcabamba, donc au sud du pays, où il y avait une entreprise, je ne sais plus quelle multinationale, mais qui exploitait de façon intensive un minerai tout proche et qui commençait à contaminer le fleuve. Et du coup, les populations environnantes se sont mobilisées, elles ont condamné l'entreprise au nom de la rivière, au nom du fleuve Vilcabamba. Donc c'était la première fois qu'il y avait une mobilisation humaine au nom de la nature en fait. Et ça a fait jurisprudence, le procès a été en faveur de ces personnes-là, enfin du fleuve du coup. Il y a cette fois-ci, et après... Comment ? Après, il y a... Alors c'est un petit peu différent, c'est à Sarayaku peut-être, vous pensez à ça ? En Amazonie équatorienne, où c'était une entreprise pétrolière qui avait commencé à faire des forages sur un territoire indigène en plus. Et du coup, la population s'est mobilisée, et par contre, c'est sur la Cour interaméricaine des droits de l'homme qu'elle s'est tournée pour condamner finalement l'État d'avoir autorisé cette multinationale de s'introduire sur son territoire sans leur accord. Et ils ont gagné aussi leur procès. Ça a duré de 2003 à 2011 ou 2012, je crois, donc ça a été quand même un long processus. Donc c'était au nom de la nature, mais avec tout le facteur indigène qui rentrait en compte pour faire respecter les droits des peuples autochtones, etc. Par contre, l'autre exemple que j'avais en tête, c'était en Bolivie. C'est dans le centre du territoire Tipnis, qui est en frontalier au Brésil, où l'État bolivien avait le projet de créer une route en fait pour relier les deux pays et puis permettre à la Bolivie d'avoir un accès au littoral atlantique pour les exportations. Et donc
C'était au sein d'un territoire indigène et d'un parc naturel donc au sein de l'Amazonie. Et c'est des populations qui se sont mobilisées une fois de plus, qui ont fait arrêter le projet. Donc le projet n'est pas complètement clos, hein, il est en suspens pour l'instant. Donc là, voilà, on voit qu'ils se sont appuyés sur la Constitution pour faire valoir les droits de la nature, on va dire, protéger la biodiversité. Voilà. Juste, Norma, vous parliez de jurisprudence, je crois, vous avez... Non, c'est vous, pardon. Celui qui a franchi un pas, le pays qui a franchi un pas extraordinaire, c'est la Nouvelle-Zélande, qui a transformé un parc national en entité légale, c'est-à-dire ayant tous les droits et toutes les responsabilités d'une personne juridique. Ça s'appelle Te Urewara, je crois. Et en réalité, évidemment, ce caractère légal de l'entité, qui est représenté en droit, il est en fait représenté un peu comme un enfant mineur par les communautés maoris, c'était pas maoris, mais enfin qui habitaient dans la région, qui sont ses gardiens et ses représentants d'une certaine manière. Donc c'est eux qui sont les représentants du parc, mais le parc est défini comme n'étant plus un parc, mais une entité légale avec tout ce que cela implique d'avoir des droits et donc des devoirs. Il y a aussi, pardon. En fait, dans les constitutions équatoriennes et boliviennes, les garants, les protecteurs de la nature, ce sont les peuples autochtones. Du coup, c'est eux les premiers acteurs qui vont être présents pour se mobiliser et faire valoir les droits de la nature. Mais il y a aussi un tribunal international qui s'est mis en place pour juger le crime d'écocide. Donc il y a tout un mouvement effectivement qui aujourd'hui s'organise pour que les droits de la nature soient reconnus et défendables et puissent être, et que les personnes qui y portent atteinte soient potentiellement attaquables. C'est parti un petit peu des problèmes de dérive, enfin de naufrage pétrolier, enfin les premiers procès qui ont eu là-dessus, mais qui maintenant se développent, et le crime d'écocide est en train d'être reconnu. Donc il y a des procès qui se mettent en place, et c'est une très bonne chose. Il y a une avocate française qui est spécialisée là-dessus, c'est Daniel Cabanès, qui va sortir un livre qui s'appelle aussi Le travail des droits. C'est elle qui est au mouvement of Ecocide. Et Utopia a édité un livre sur les droits de la nature aussi. Je ne sais pas si vous... On a terminé. Ouais, il faudrait qu'on conclue. C'est possible. Donc, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit, donc, le Bougainville regroupe en fait une pluralité de formes existentielles. Et il propose aussi une pluralité de formes culturelles et d'organisations sociales. Dont l'Aïlou en fait est un exemple. Et donc il se définit par opposition au capitalisme. Et la difficulté, c'est de le mettre en place concrètement. Ça peut être fait, comme on l'a dit, au quotidien, en tout lieu, par déjà des actions une consommation responsable, et aussi sinon en fait ce que je voulais dire, c'est que les valeurs du Buen Vivir trouvent une résonance aussi avec l'agroécologie, qui l'idée de l'homme qui est inscrit et qui doit se réinscrire dans des cycles proches de ceux de la nature est très forte. Quoi d'autre? Donc en fait, c'est les notions qui sont véhiculées par le Buen Vivir, comme ceux d'équilibre, d'harmonie entre tous les êtres et d'équité, sont des concepts qui sont repris notamment par qui ont été repris dans les forums mondiaux altermondialistes et par d'autres mouvements. Ensuite, donc ce que j'ai retenu aussi, c'est que il y a vraiment des questions relatives par exemple, à notre relation au temps, notre relation
les notions de frontières et les questions d'échelle qui se posent donc, pour repenser de nouvelles formes d'organisation. Et donc justement la notion de communauté en tant qu'échelle plus petite peut voilà, nous inspirer. Donc voilà, il s'agit aussi de remettre en question la notion de propriété et justement de penser les biens communs. Ça peut nous y amener. Enfin, voilà, je pense qu'il y a effectivement une question centrale qui est toujours de se poser de quoi avons-nous besoin et pourquoi produire telle ou telle chose, et donc de remettre vraiment du spirituel dans nos échanges, du spirituel au sens de donner du sens et recréer des liens sociaux qui ne sont pas fondés sur du mercantilisme, des bénéfices d'ordre matériel. Et la notion de convivialité aussi qui avait été soulignée. Voilà, c'est les points que j'ai retenus. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Peut-être conclure en vous remerciant à tous les trois. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci à vous tous d'être venus. Voilà, toute l'équipe de Sol vous invite maintenant à alors, juste un petit mot avant. On est très content que vous soyez venus, effectivement, et c'est vrai que le Bonne Vivir, ça nous portait à cœur, parce que je pense que c'est quelque chose que tout le monde aussi se demande, mieux vivre, comment on peut mieux vivre, et qu'est-ce qui a une vraie valeur, en fait, et c'est une question qui est fondamentale, et qui convient de se poser un peu tous les jours dans les choix qu'on fait, et la manière dont, effectivement, on consomme toutes les thématiques qui ont été abordées ce soir. Juste un petit mot, le prochain apéro thématique, merci déjà aux bénévoles pour avoir organisé cet apéro thématique. On peut les applaudir. Le prochain apéro thématique sera mi-mars et portera sur le libre-échange. Donc en plus ça connecte pas mal avec ce qu'on s'est dit ce soir. Comment on peut être acteur aussi pour changer nous et vivre un petit peu le Bonne Vivir. Il y a une manière aussi, c'est essayer de s'engager un peu en citoyen pour justement changer les choses qui nous entourent et même des choses qui peuvent être un petit peu grandes. Et il y a quand même des choses à s'organiser, donc il serait pas mal de faire un petit point sur APE, TAFTA, CETA. Il y a pas mal de choses où on peut s'impliquer et changer à notre échelle, pas tout seul parce que c'est quand même des gros morceaux, changer un petit peu la donne et avoir un petit peu de poids pour justement mieux vivre. Merci à tous pour vos interventions. On peut aller boire un petit coup maintenant, si on a mérité de bien vivre aussi. Et je vous invite à visiter notre site, à visiter le site de nos partenaires qui étaient ici ce soir. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci bien. Un public averti en vaut deux, ça fait 80 personnes. Donc,